Bonjour et merci de m'avoir convié à partager les données disponibles concernant l'intérêt du cannabis dans la maladie de Parkinson, sachant que j'ai focalisé mes propos sur la maladie de Parkinson, puisqu'a priori c'était le sujet de la réunion. Alors, j'aurai certainement beaucoup moins de choses à dire que mon interlocuteur précédent, dans la mesure où les études concernant le cannabis et les cannabinoïdes dans la maladie de Parkinson sont extrêmement limitées. Je vais donc néanmoins vous faire un focus par rapport aux données qui sont disponibles et qui sont par ailleurs de qualité relativement médiocre. Donc, j'aurais voulu vous présenter ici la vidéo d'un patient qui est actuellement disponible sur YouTube et qui a remis un petit peu au goût du jour l'intérêt du cannabis, et essentiellement du cannabis et de ses dérivés dans la prise en charge des patients parkinsoniens. En effet, donc depuis environ un an, circule cette vidéo montrant un parkinsonien américain présentant un syndrome parkinsonien relativement sévère, et il s'est filmé. Malheureusement, la vidéo n'est pas disponible puisqu'il n'y a pas a priori de réseau internet sur l'ordinateur qui permet de montrer ces diapositives, mais en fait, il s'agit d'un patient qui a arrêté tout traitement anti-parkinsonien, qui est filmé le matin avec un syndrome parkinsonien sévère, avec une grande lenteur gestuelle et un tremblement de repos, caractéristique de la maladie. Et après avoir pris donc du Sativex, ce patient montre l'efficacité du Sativex en online, avec une disparition du tremblement essentiellement et une amélioration également du syndrome akinéto-rigide. Donc ceci a bien sûr interpellé les associations et a remis un peu au goût du jour l'intérêt du cannabis et de ses dérivés dans la prise en charge des patients parkinsoniens. Alors, en fait, quel est le rationnel scientifique de l'intérêt du cannabis et de ses dérivés dans la maladie de Parkinson? En définitive, on sait qu'il existe deux grands types de récepteurs au cannabis, aux cannabinoïdes, récepteurs CB1 et CB2. Et celui qui nous intéresse le plus, pardon, est le CB1 qui a comme particularité d'être exprimé dans le système nerveux central et plus particulièrement au niveau des structures impliquées dans la physiologie ou la physiopathologie de la maladie de Parkinson, puisque ce récepteur est localisé dans ce qu'on appelle les noyaux gris centraux, donc essentiellement le striatum, le pallidum, le thalamus et la substance noire qui dégénère dans la maladie de Parkinson. Ce récepteur a comme particularité en fait de réduire la libération des neurotransmetteurs à l'endroit où il s'exprime. Voilà, donc quels sont, bon, je pense que vous connaissez bien sûr tout cela, et mon prédécesseur vous a parlé de ces substances, mais euh, au sein des extraits de cannabis, il est possible d'extraire des substances qui vont avoir une affinité pour les récepteurs au cannabis, en particulier le tétrahydrocannabinol, et puis il existe également des endocannabinoïdes qui sont donc des cannabinoïdes endogènes, et en particulier donc l'anandamide, qui a été d'ailleurs testé dans certains essais thérapeutiques. Alors, juste cette diapositive pour vous montrer quelques résultats qui ont été d'abord obtenus chez l'animal, et en particulier chez des modèles animaux de maladie de Parkinson, chez des singes rendus parkinsoniens. Ce sont des études qui datent déjà d'une quinzaine d'années. Celle de gauche vous montre en particulier l'intérêt d'un agoniste des récepteurs cannabinoïdes sur les mouvements anormaux involontaires observés chez les patients parkinsoniens traités. Donc ces mouvements anormaux involontaires correspondent à des complications du traitement dopaminergique chez les patients parkinsoniens traités au long cours. Ces mouvements anormaux entraînent une altération de la qualité de vie,
Et depuis une vingtaine d'années, nous essayons de développer des médicaments dont le but est de réduire ces mouvements anormaux involontaires. Et dans ces premières études, il a été montré qu'un agoniste donc, des récepteurs cannabinoïdes, des CB1, permet effectivement de façon dose dépendante de réduire les mouvements anormaux chez ces modèles animaux de maladie de Parkinson, traités par ailleurs par de la lévodopa. Donc c'est sous lévodopa que ces animaux vont développer des mouvements anormaux améliorés par un agoniste des récepteurs CB1. De façon un peu surprenante, une autre étude faite un peu plus récemment, donc en 2005, a montré un effet identique chez des animaux traités par un antagoniste des récepteurs cannabinoïdes CB1. Donc, en fait, on s'aperçoit déjà que dans 2 études faites sur un même modèle animal, on obtient des résultats complètement contradictoires ou inverses en manipulant ces récepteurs CB1, donc qui sont ici localisés globalement au niveau des noyaux gris centraux où intervient donc la dopamine. Donc déjà des résultats qui sont un peu surprenants lorsqu'on regarde des données disponibles chez l'animal, en sachant bien sûr que je ne vous ai présenté que 2 études relativement récentes. Qu'en est-il également de la distribution de ces récepteurs aux cannabinoïdes, en particulier des récepteurs CB1, dans la maladie de Parkinson en imagerie, puisque nous avons à notre disposition des ligands des récepteurs CB1 qui sont marqués à la fluorodopa. Et en définitive, on peut voir que chez les patients parkinsoniens, au sein de la substance noire, il y a effectivement, au cours de l'évolution de la maladie, une réduction très importante de l'expression de ce récepteur. Et de façon également opposée, lorsque l'on regarde dans les noyaux gris centraux, où projette en définitive la substance noire, et également aussi dans le cervelet, on a au contraire une augmentation de l'expression de ces récepteurs au fil du temps chez les patients parkinsoniens traités. Donc, également des données un peu, alors pas contradictoires, mais évoluant dans un sens opposé en fonction de l'endroit où on regarde dans le système nerveux l'expression de ces récepteurs. Alors, qu'en est-il maintenant des essais cliniques? En définitive, il y a très peu de choses. Nous avons à peu près moins de 200 patients qui ont été traités par soit du cannabis, soit par des dérivés par des cannabinoïdes. La première étude, en fait, a inclus un nombre important de patients, enfin relativement important de patients, 84 patients. Il s'agissait d'une étude où des patients parkinsoniens ont fumé du cannabis. Il s'agissait d'une étude ouverte et 30% des patients environ ont remarqué une amélioration de certains symptômes, qu'il s'agisse de symptômes moteurs ou non moteurs, avec une sensation de mieux-être. Il y a eu également d'autres études qui ont toujours été des études soit ouvertes, soit des case reports, qui également ont rapporté une amélioration chez les patients qui fumaient du cannabis, et ceci dans un délai rapide après avoir fumé le cannabis. Et puis, il y a eu 4 études qui ont été randomisées contre placebo, que je vais vous présenter succinctement, et qui ont inclus un nombre extrêmement limité de patients. Donc la première étude est l'étude la plus ancienne. Elle a été effectuée en 2001 et elle a inclus 7 patients. 7 patients parkinsoniens dans le cadre d'une étude randomisée en double aveugle, mais en croisée. Et cette étude donc a montré qu'un agoniste des récepteurs CB1 permettait d'améliorer chez les patients parkinsoniens les dyskinésies. Vous avez ici l'évolution moyenne des dyskinésies lors de ce qu'on fait un test à la lévodopa, c'est-à-dire que l'on donne une dose aiguë d'un antiparkinsonien le matin et on va monitorer pendant les 2 à 3 heures suivantes la sévérité des mouvements anormaux involontaires. Et ceci correspond à la courbe des patients traités par placebo, là par l'agoniste des récepteurs CB1, et la différence est considérée comme significative. Par contre,
quand on regarde l'effet sur le syndrome parkinsonien lui-même, en utilisant des échelles de mesure de la sévérité de la maladie de Parkinson, avec ce qu'on appelle du PDRS essentiellement, eh bien, on n'a pas de différence significative, ni amélioration, ni aggravation. Deuxième étude, un peu plus récente, qui date de 2004, qui a inclus 19 patients. 19 patients dans une étude à peu près effectuée selon un design similaire, en double aveugle, randomisé, mais en crossover, et qui a regardé plus spécifiquement l'effet d'un cannabinoïde sur les mouvements anormaux involontaires, sur les dyskinésies. Et vous voyez ici les résultats. En définitive, il n'y a pas de différence, quel que soit. Donc là, vous avez l'état baseline. Ici, un mois plus tard, donc le cannabinoïde, et puis le placebo. Donc pas de différence concernant la sévérité des dyskinésies. Et dans le cadre du crossover, si vous regardez les séquences opposées, eh bien, il n'y a pas non plus de différence sur la sévérité des mouvements anormaux involontaires dans cette étude, dont la qualité est un peu supérieure à la précédente. Puisque les effets secondaires ne sont que rapportés dans cette étude-là, eh bien, on retrouve le fait que, sans surprise, que les extraits de cannabis ont une action plutôt de modulation psychologique, avec surtout quelques accès de confusion, de somnolence, qui peut être propre à l'effet de ce traitement. Alors, une troisième étude qui a été faite également en 2004 et qui a recherché l'effet sur les syndromes parkinsoniens et les mouvements anormaux involontaires d'un antagoniste, cette fois-ci, des récepteurs CB1. Et ceci a été fait sur un nombre très limité de patients, puisque vous voyez 4 patients, et vous observez qu'il n'y a pas de différence, que ce soit sur la symptomatologie extrapyramidale, sur le syndrome parkinsonien, 15 jours après ce traitement, ou que ce soit sur les mouvements anormaux involontaires, également évalués lors de la réalisation d'un test à la lévodopa. Enfin, dernière étude, qui a été faite 10 ans plus tard, donc en 2014. Alors, cette étude a inclus 25 patients. Il s'agissait là véritablement d'une étude randomisée en double aveugle en groupe parallèle avec 2 doses différentes de cannabinoïdes, donc 75 mg et 300 mg. A été évalué essentiellement l'effet du cannabinoïde sur la sévérité du syndrome parkinsonien et sur la sévérité des dyskinésies. Et encore une fois, il n'y a aucune différence entre les groupes placebo et les groupes traités, quelle que soit la dose utilisée. La seule chose qui ressort statistiquement de façon significative, c'est l'amélioration de la qualité de vie chez les patients parkinsoniens, et ceci, dose dépendante, vous ne le voyez pas très bien, mais globalement, le score de l'échelle de qualité de vie s'améliore à une dose de 115 mg, et de façon encore plus nette, à la dose de 300 mg, avec une analyse de variance qui est significative. Donc voilà à peu près les seules données qui sont disponibles concernant l'intérêt des cannabinoïdes dans le traitement de la maladie de Parkinson. Et très récemment, donc, il y a eu une position de l'association américaine, d'une des associations américaines sur la maladie de Parkinson, qui considère qu'effectivement, même si le cannabis a montré, ou ses dérivés a montré un intérêt dans plusieurs situations pathologiques, dans le cadre de la maladie de Parkinson, par contre, il n'y a aucune preuve de l'intérêt de ce traitement dans l'amélioration du syndrome parkinsonien ou des mouvements anormaux involontaires, ni non plus dans le cadre du ralentissement de l'évolution de la maladie de Parkinson, puisque certaines données in vitro et chez animal laissent à penser que ces traitements pourraient ralentir l'évolution de la maladie de Parkinson. Donc, a priori, et ce sera ma conclusion, pour le moment,
il n'y a pas de justification scientifique, en tout cas, à utiliser ces produits dans le traitement de la maladie de Parkinson. Alors, cependant, sachant qu'une donnée récente, dans le cadre d'une étude relativement bien faite, montre une amélioration de la qualité de vie, il serait certainement intéressant de pouvoir poursuivre ces études en mettant en œuvre cependant une stratégie méthodologique beaucoup plus élaborée pour pouvoir répondre définitivement à la question posée. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Durif, pour cette présentation. Je passe la parole aux membres du comité, M. Géraliac, puis Laure Coppel, et puis Gilles Edan. Merci beaucoup. Donc, c'est une présentation très claire, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan des études cliniques. Alors, nous avons reçu ici même l'association de malades France Parkinson, qui avait un raisonnement qu'on trouvait tout à fait raisonnable, en disant que cette association respecte les évidences cliniques, mais qu'elle était prête également à participer et même soutenir certaines recherches, notamment dans le domaine des symptômes non moteurs, qui restent encore un peu la plaie, entre guillemets, dans la prise en charge de cette maladie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le manque d'évidence actuelle est réellement dû à un très faible nombre de malades inclus, moins de 200 malades, c'est vraiment pas grand-chose? Et est-ce qu'il y a matière à envisager des études pour la plante ou la forme purifiée, notamment pour les signes non moteurs? Alors, bon, il serait difficile de ne pas considérer qu'avoir plus d'informations scientifiques nous permettrait certainement de mieux positionner l'intérêt de ce produit dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. Alors, je pense que les deux sont certainement intéressantes. D'une part, s'intéresser sur les symptômes moteurs. Il y a tout un rationnel scientifique qui permet de dire que la manipulation du système des récepteurs cannabinoïdes a tout son sens du fait de sa localisation au niveau des structures sur lesquelles projette la dopamine. Donc je pense que poursuivre des études avec une méthodologie suffisante permettrait certainement déjà de répondre à la question si ça a un intérêt dans la prise en charge des troubles moteurs ou non. Pour ce qui est des symptômes non moteurs, dans la maladie de Parkinson, il y a un symptôme qui est malheureusement très fréquent, mal pris en charge, sous-diagnostiqué et pour lesquels les patients s'en plaignent régulièrement, c'est la douleur. Et sachant qu'il y a une efficacité des cannabinoïdes dans les douleurs, et en particulier les douleurs neuropathiques, qui existent également dans la maladie de Parkinson, je pense que tester cette hypothèse, tester l'effet des cannabinoïdes dans la douleur centrale neuropathique du parkinsonien aurait tout son sens. Ce serait certainement la première, par analogie avec les autres études effectuées, ce serait certainement la première chose à faire dans le cadre de l'exploration des troubles non moteurs. Ensuite, il y a un champ qui est énorme par rapport aux troubles psychocomportementaux observés dans la maladie de Parkinson, qu'il s'agisse de l'apathie, de l'anxiété, où on peut considérer par exemple que si on voit une amélioration de certains symptômes dans la maladie de Parkinson chez les sujets qui sont fumeurs de cannabis, ça peut être simplement en réduisant l'anxiété. On sait que l'anxiété aggrave transitoirement les symptômes parkinsoniens, tremblements, même rigidité, même troubles de la marche. Et donc, on peut simplement considérer que c'est par son effet anxiolytique que les cannabinoïdes pourraient être efficaces. Donc, il y a tout un champ d'investigation. Mais si je devais faire une priorisation, il faudrait certainement, si possible, regarder l'effet des cannabinoïdes sur le système moteur de façon plus précise et s'intéresser à la douleur. Coppel. Oui, merci pour votre présentation. J'aurais voulu revenir et peut-être voir si vous aviez quelques précisions sur l'étude de 2014 là, qui parle de l'amélioration de la qualité de vie. Est-ce que vous savez comment cette qualité de vie a été évaluée? Est-ce que c'était des échelles multidimensionnelles? Et si oui, du coup, quelle était la dimension améliorée? Plutôt fonctionnelle, plutôt douleur, plutôt psychologique? Et dans ce cas-là, c'est l'anxiété. Enfin, je me dis qu'avec ces 25 patients, si c'est une bonne étude qualité de vie, on a déjà quelques éléments de réponse. Est-ce qu'ils ont été publiés? Alors, l'échelle qui a été utilisée est une échelle très spécifique, qui est la PDQ-39. C'est une échelle que nous utilisons maintenant très largement depuis sa publication à la fin des années 90 et qui est validée, robuste
est donc très utilisé. Malheureusement, dans l'article, il n'y a pas la différence des différentes dimensions de la qualité de vie qui sont publiées. Donc, à moins de revenir aux auteurs pour avoir effectivement une information sur cette question, elle n'est pas disponible dans l'article. Frustrant. Gilles Aidant. Merci Franck pour cette belle présentation. Je vais poser la même question que j'ai posée à Sylvain Reims et à Eric Touvenot tout à l'heure. C'est si les cannabinoïdes étaient plus ouvertes à une prescription, à une utilisation, à une mise à disposition du corps médical, est-ce que tu penses que cela pourrait stimuler davantage, rendre plus facile de mener des études académiques et en particulier via FCRIN, Parkinson, via ECRIN à l'échelon européen, parce que tu as montré qu'il y a un rationnel, tu as montré qu'il y a, alors que ça fait 20-30 ans qu'on en parle, pas d'études, ou presque rien, qu'il y a dans la maladie de Parkinson à la fois des aspects moteurs, mais aussi des aspects comportementaux et cognitifs. Tout ça mériterait d'être étudié de façon fine. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas là une ouverture de recherche importante qui pourrait peut-être être facilitée si l'accès à ces molécules était facilité en France ou en Europe? Non, bien sûr, je pense qu'effectivement, grâce à l'organisation de la recherche dans la maladie de Parkinson en France, qui est également assez exemplaire et un peu calquée sur le mode de la sclérose en plaques, avec des centres experts adossés à un réseau de recherche, la disponibilité de la molécule permettrait de la tester via des études académiques, par le biais, par exemple, de programmes hospitaliers de recherche nationaux, afin de tester certaines hypothèses, qu'il s'agisse de l'hypothèse d'amélioration des symptômes moteurs ou des troubles non moteurs. Donc effectivement, ce serait tout à fait intéressant d'utiliser à la fois la force de la recherche dans le domaine de la maladie de Parkinson d'une part, et d'autre part d'avoir les molécules disponibles pour pouvoir lancer ces programmes de recherche dans le futur. Merci. Donc on peut dire que la maladie de Parkinson en elle-même n'est pas forcément la maladie d'intérêt pour l'usage médical du cannabis. En revanche, c'est pas tout à fait la bonne formulation, mais certains symptômes non moteurs, en revanche, pourraient permettre une amélioration de la qualité de vie chez ces patients-là. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que douleur, sommeil par exemple, est-ce qu'on pourrait dire qu'un usage médical de cannabis chez ces patients-là, qui serait réfractaire évidemment peut-être à d'autres thérapeutiques plus conventionnelles et validées, est-ce que cet usage médical pourrait avoir un intérêt chez les patients? Est-ce que ça vous paraîtrait pertinent? Parce que c'est la question qu'on se pose, effectivement, est-ce que ça vous paraîtrait pertinent qu'on puisse donner accès à certains patients, il faut définir lesquels, à un cannabis à usage médical? Moi, je crois que c'est trop tôt. C'est trop tôt d'envisager de proposer ce traitement à certains patients parce que franchement, on a vraiment trop peu d'études pour le proposer. Autant réaliser des études pour bien définir quelle est la balance bénéfice-risque de ce traitement, aussi bien sur les symptômes moteurs que non moteurs, et ça je pense qu'effectivement il faut le faire. Il ne faut quand même pas oublier que la maladie de Parkinson a une grande dimension cognitive, comportementale, que ces substances sont des substances psychoactives et qu'il est vraiment très important de regarder si la tolérance du traitement est acceptable chez des patients qui ont déjà des troubles psychocomportementaux et qui apparaissent assez tôt dans l'évolution de la maladie. Donc franchement, il faut, avant de proposer ce traitement, en avoir un meilleur profil sur le plan de la tolérance et puis bien sûr de l'efficacité. Donc personnellement, je ne partagerai pas l'idée de proposer déjà ce traitement dans une population définie sans avoir été plus loin dans le domaine des investigations de l'efficacité de ces traitements. Voilà. D'accord, oui. Merci. Annie Le Pallec.
Qu'en est-il de ce que vous nous avez raconté au début de votre intervention sur la personne qui sur Internet et par rapport aux patients de Parkinson, qu'est-ce qu'on leur dit là? Parce qu'il y a quelqu'un qui a arrêté ses traitements, si j'ai bien compris, Oui, mais et qui prend... bon, là, il s'agit de troubles moteurs. Si j'ai bien voilà, compris. uniquement. Enfin, c'est ce que dit cette personne. Alors, par rapport aux autres qui vont en boucle, qu'est-ce qui se passe là par rapport aux patients? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? C'est important moi, de savoir ce que le corps médical peut dire. Là. J'ai un discours assez simple. Effectivement, des personnes qui sont atteintes de maladie de Parkinson ont vu cette vidéo qui est disponible très simplement sur Internet. Et je leur dis que la réalité probable, c'est effectivement que le cannabis, par son effet anxiolytique, va réduire les symptômes du patient de façon transitoire liée à la durée d'efficacité du cannabis. Mais que cela est une expérience individuelle. Néanmoins, et pour autant, je explique que ces traitements n'ont pas été évalués selon les canaux actuels de la science et qu'il paraît difficile, voire non éthique, à mon avis, de proposer un traitement dont on ne connaît pas à la fois le bénéfice, d'une part, et d'autre part le rapport bénéfice-risque, car je leur explique bien que ce sont des traitements qui peuvent entraîner des troubles psychiatriques. Il y a eu quelques cas de psychose observés chez les patients parkinsoniens, en particulier dans l'étude de 2004 que je vous ai présentée. Il y a des cas de troubles psychiatriques significatifs. Donc, il y a un cas de paranoïa, de psychose. On sait que les patients parkinsoniens sont à risque de ces complications-là. Donc, leur proposer des substances psychoactives dont on sait qu'elles peuvent, par ailleurs, dans la population générale, favoriser l'émergence de ces troubles, me paraît être un point majeur pour ne pas le proposer dans la population parkinsonienne sans études préalables. Il faut faire des études. Ok, alors est-ce que c'est entendu? Parce que, par ailleurs, il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas leur apporter de solution pour l'instant d'amélioration de ces symptômes. Alors, je pose la question de savoir comment ça peut se jouer, vous voyez, avec la... Alors, on n'est pas sans moyens thérapeutiques, par ailleurs. D'une part, on a des médicaments qui agissent sur les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. On a des médicaments qui permettent de réduire ces fameux mouvements anormaux involontaires dont je vous parlais tout à l'heure. Parmi les symptômes non moteurs, en particulier, je vous parlais des douleurs tout à l'heure, des douleurs neuropathiques, on a quand même des médicaments qui sont en général efficaces, partiellement efficaces dans le traitement des douleurs neuropathiques. Donc, nous ne sommes pas sans solution thérapeutique. Et un patient parkinsonien bien pris en charge, pour lequel on lui propose des différentes solutions thérapeutiques, ligne après ligne, en général, on arrive quand même à améliorer significativement les patients. Néanmoins, encore une fois, il existe toujours un petit groupe de patients non améliorés pour lequel peut-être ce type de traitement pourrait être utile. Mais encore une fois, je pense qu'il faut en approcher le bénéfice-risque. Merci. Bien. Un petit mot, oui, et puis après on s'arrêtera là. Pour compléter ce que Franck Durif a dit sur les possibilités thérapeutiques, les études récentes montrent que lorsqu'on regarde les résultats de la stimulation cérébrale profonde sur l'angle de la douleur, oui, il y a là aussi une amélioration significative et qui se maintient à long terme. Donc c'est vrai qu'on n'est pas non plus complètement démuni. Évidemment, la stimulation cérébrale profonde ne s'adresse pas à tous les patients parkinsoniens, mais c'est quand même une autre solution thérapeutique. Elle ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'il y a des difficultés pour la mettre en œuvre ou bien parce que les indications sont très restreintes? Enfin non, je pense que les indications actuelles qui ont été affinées sur les 20 dernières années font que les meilleurs candidats ne sont pas tous les parkinsoniens et de loin. Voilà, c'est surtout ça. Est-ce que tous les meilleurs candidats peuvent avoir accès à cette thérapie? On avait déjà évoqué le fait que dans la douleur, par exemple chronique, on n'utilise pas assez les techniques de neurostimulation. La question était, est-ce qu'on est...
actuellement, on peut considérer que tout patient parkinsonien, lorsqu'il est repéré comme tel et qui est un bon candidat à la chirurgie, sera opéré dans un délai relativement raisonnable, c'est-à-dire à moins d'1 an après son repérage au sein d'un centre expert. Cependant, et je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire que le nombre de patients opérés en France par an est de l'ordre de 350 à 400 patients. Donc c'est une population assez restreinte parce que justement les critères d'inclusion dans la prise en charge chirurgicale est extrêmement contraignante. Et donc le nombre de patients opérés reste très limité. C'est quand même une thérapie invasive quand même. Hein. C'est une électrode dans le cerveau et qui reste. C'est pas une décision. Elle est mûrement pesée et les indications doivent être mûrement pesées. C'est un médicament, on l'arrête. Les électrodes dans le cerveau, c'est un peu plus compliqué. Je me permets de nuancer ce propos quand même. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord. Premièrement, donc, je rejoins ce que Franck Duriff dit. Contrairement à la situation de la douleur, je confirme qu'aujourd'hui, le réseau français neurologique et neurochirurgical fait que je pense que tous les patients qui sont de bons candidats reçoivent cette thérapie. Deuxièmement, la notion d'invasivité ne se mesure que par les rapports bénéfices-risques et puis les effets indésirables. Hein. Ça n'est pas juste le fait un petit peu spectaculaire de prendre un bistouri, de mettre un dispositif implantable. Ça n'est pas ça, un effet secondaire invasif. On peut mourir d'une hépatite médicamenteuse et c'est d'une invasivité nettement supérieure à l'introduction d'électrodes dans le cerveau. Au jour d'aujourd'hui, le profil de sécurité de la stimulation cérébrale profonde qui a été largement étudié, c'est l'une des thérapeutiques chirurgicales les plus évaluées. Toute chirurgie confondue montre un profil de sécurité qui est vraiment qui est très bon à vrai dire, hein, avec des effets indésirables avec une réversibilité aussi importante. L'électrode seule ne fait rien, c'est la stimulation, c'est la mise en route, c'est la programmation qui fait quelque chose. Enfin, ça c'est encore un autre débat. Merci. Merci. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu échanger avec le comité sur ce sujet-là et d'avoir apporté des éléments concernant les patients souffrant de maladie de Parkinson.